Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'Atsal dédiée à la réussite aujourd'hui. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer comment séduire et convaincre votre interlocuteur lors d'un entretien d'embauche. Bonjour Alexandre. Bonjour Diana. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qu'un entretien au fond? Oui, tout à fait. Donc un entretien, tout d'abord, il faut comprendre ce que c'est. Effectivement, c'est un échange entre deux personnes, généralement, entre un recruteur et un candidat. Cette rencontre, elle a un objectif. Pour le candidat, l'objectif, c'est généralement de décrocher un emploi, c'est-à-dire d'obtenir un poste. Pour le recruteur, l'objectif, c'est d'essayer d'évaluer si le candidat est la bonne personne pour ce poste. Donc, il faut bien comprendre les deux dynamiques qui sont en place dans un échange entre deux personnes pour un entretien d'embauche. C'est que on a d'un côté un candidat qui est en mode un petit peu séduction professionnelle, c'est-à-dire qu'il doit arriver à séduire professionnellement le recruteur, à le convaincre, à se faire valoir, à se mettre en avant et à donner envie au recruteur de l'embaucher ou de le placer pour ce poste. Et d'autre côté, on a un recruteur qui est plutôt en mode défensif, parce que lui, son objectif, c'est de pas se tromper. Il doit arriver dans un temps assez court à évaluer un petit peu la personne, à évaluer le candidat et arriver à savoir si c'est le bon candidat ou pas, ou si c'est le bon candidat pour le poste. Voilà un petit peu la relation complexe qui s'établit théoriquement entre un recruteur et un candidat, mais en fait, dans la réalité, même si ça paraît simple, les choses sont beaucoup plus complexes en fait. Mais est-ce que c'est difficile, Alexandre, de passer un entretien pour un recruteur? En fait, oui, c'est difficile de passer un entretien. Le recruteur, faut bien comprendre quelle est sa mission, quel est son objectif. Il rencontre quelqu'un, généralement qu'il ne connaît pas ou peu, il doit évaluer cette personne. Et généralement, il l'évalue sur deux dimensions. La première dimension, c'est ce qu'on appelle les compétences propres, c'est-à-dire les compétences professionnelles, le savoir-faire. Qu'est-ce que la personne sait faire? Est-ce qu'elle sait visser une machine? Est-ce qu'elle sait bloguer, faire du SMM? Est-ce qu'elle sait traduire correctement? Donc, c'est vraiment des compétences, le savoir-faire. Ce qu'on appelle les hard skills. Mais la deuxième facette, qui tend à prendre de plus en plus d'importance aujourd'hui dans le monde professionnel, avec les nouveaux métiers et notamment avec les jeunes, puisque les jeunes ont peu d'expérience, donc ils ont généralement un peu de savoir-faire, c'est tout ce qu'on appelle le savoir-être. Donc c'est la personnalité, c'est l'attitude, c'est le comportement, c'est la capacité, la compétence comportementale qui est celle de la personne pour pouvoir s'adapter à un nouvel environnement, à un nouvel outil, à un nouveau mode de travail, etc. Donc il y a vraiment deux dimensions que le recruteur doit appréhender et il doit les appréhender en même temps. Et puis il faut quand même être sincère sur ce qu'est le métier de recruteur. Aujourd'hui, un recruteur n'a pas d'école pour apprendre ce travail. Il n'a pas de formation, il n'a pas d'études en fac. C'est un métier complètement appris sur le tas. Selon les entreprises où on l'a appris, il y a plus ou moins de méthodes, il y a plus ou moins de process. Donc généralement, les recruteurs commencent à recruter, font des carrières là-dedans, recollent des morceaux et se bâtissent une espèce de mode opératoire pour recruter. Mais on constate que ce mode opératoire est toujours imparfait, il est jamais complet, il n'y a pas une big picture. Et surtout, le recrutement est souvent fait de façon trop superficielle. Pas assez imbriqué avec les opérationnels. Et si on parle des nouveaux métiers ou des métiers complexes, si le recruteur ne sort pas de cette industrie ou de ce métier-là, il ne connaît pas ce métier. Donc il lui est d'autant plus difficile d'évaluer quelqu'un pour un travail lorsqu'il n'a aucune notion de ce travail ou de cette industrie. Donc les recruteurs aujourd'hui sont extrêmement sous-équipés, sous-outillés et ils sont en position très difficile en fait pour évaluer les compétences techniques, le savoir-faire dans un tas de métiers. Et puis si on parle du caractère, c'est comme une rencontre Tinder. Le premier rendez-vous, il faut quand même essayer de comprendre un peu la personne en face, s'intéresser à qui elle est, quelle est sa personnalité, est-ce que ça vous convient. Alors dans le cas du recrutement, c'est pas ce que ça convient au recruteur, mais est-ce que ça va convenir à l'entreprise. Et c'est le but du recruteur, c'est qu'en fait il doit recruter pour l'avenir. Il doit essayer de voir la personne, la cerner, la comprendre, avoir une espèce de vision 360 degrés de cette personne sur ces deux dimensions que sont les hard skills et les soft skills. Et il doit essayer de projeter cette personne dans le poste, l'entreprise, en essayant de se demander si ça va être un match ou pas.
Donc c'est une entreprise compliquée, périlleuse. Elle est incertaine, elle est très basée sur l'humain et donc des choses qui sont imprévisibles et difficilement cernables. Et surtout, les entretiens sont courts. Donc on demande aux recruteurs de faire le tour d'une personne en 1 heure et demie, et on sait très bien que l'humain, ça se maîtrise pas en 1 heure. Donc c'est un métier très compliqué pour ces raisons-là, principalement. Il est devenu très difficile de recruter pour ces raisons-là. Vraiment, je reviens là-dessus, c'est qu'il n'y a pas de formation en recrutement, pas encore, et les recruteurs sont malheureusement souvent sous-équipés, sous-outillés. En plus de ça, le marché du travail aujourd'hui a évolué. Il y a dans des tas de secteurs ce qu'on appelle des pénuries de talent, des pénuries de main-d'œuvre. Donc, auparavant, il suffisait de mettre des annonces en ligne, de recevoir des CV et de faire ce travail d'évaluation. Maintenant, c'est encore plus compliqué. Il faut utiliser des outils pour aller chercher les gens. Il faut savoir où chercher les gens. Une fois qu'on sait où les chercher, il faut savoir comment les chercher. Je repars cette histoire, c'est sûr que si vous êtes dans un bar, vous savez qu'il y a plein de jolies filles, vous êtes en mode je vais tenter de séduire une jolie fille, c'est pas pour autant que ça va marcher. Parce qu'il faut aussi savoir comment aller parler à la jolie fille, il faut savoir l'approcher, il faut savoir l'intéresser. Donc il y a tout une espèce de système de relations humaines qui se met en place dans le cadre du recrutement, où il faut aller chercher le candidat, il faut le trouver, il faut l'attirer. Une fois qu'on l'a attiré, il faut l'évaluer et il faut pas se tromper. Donc c'est très compliqué. Aujourd'hui, le recruteur est contraint de faire du marketing, d'utiliser des outils, d'apprendre des métiers en permanence, de faire de la vente, puisque finalement c'est lié au marketing, à la vente, de vendre une entreprise, de vendre un poste. Donc c'est devenu un travail qui est complètement multifacette, qui est devenu très compliqué et qui nécessite pour les recruteurs d'avoir vraiment une capacité de multitasking et de big picture très complète, et généralement ils ne l'ont pas. Alexandre, et les candidats dans tout ça? Alors, les candidats, pour eux, la situation est aussi devenue beaucoup plus complexe. Théoriquement, historiquement, on va dire que le candidat a une tendance à se méfier du recruteur. Alors, si c'est un recruteur in-house, donc dans une entreprise ou quelqu'un du département RH, il a tendance à s'inquiéter de l'entretien, qui voit comme un parcours semé d'embûches avec des pièges, des questions tendancieuses, etc. Quand c'est un consultant d'une agence de recrutement, il y a des stress un petit peu autres mais similaires sur le fait de savoir est-ce que le recruteur de l'agence va être capable de m'évaluer, va être capable de me comprendre, est-ce qu'il connaît bien le poste. Plus c'est un métier technique, plus le candidat se dit « Ouh là là, mais s'il n'est pas de ce métier technique, comment est-ce qu'il va pouvoir comprendre ce que moi je peux apporter à l'entreprise, etc. » Donc il y a vraiment en fait du côté du candidat une appréhension et une tendance lourde à penser que le recruteur ne va pas pouvoir faire le travail correctement, risque d'empêcher de l'empêcher de prendre le poste, le recruteur va mal l'évaluer, etc. Donc les candidats en fait ont quand même beaucoup perdu confiance dans les recruteurs. Et c'est vrai que les choses évoluent très vite et les candidats pensent que le recruteur fondamentalement est quelqu'un qui va l'empêcher de prendre le poste. Or c'est une erreur. Le recruteur est en mode réception. Donc qu'est-ce qu'il a besoin, de quoi a-t-il besoin? Il a besoin en fait d'essayer lors de l'entretien de prendre des morceaux de données, de la data. Cette data, de la récupérer, de l'agréger et de la compiler, de la structurer pour pouvoir en fait prendre une décision qui soit au maximum basée non pas sur des ressentis ou de l'instinct, mais sur des faits concrets. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de gaming, de mise en pratique, etc. On veut que le candidat se démontre, se montre, se dévoile et puisse vraiment montrer son savoir-faire. Et c'est là où vraiment la partie, le rapport à la séduction, le comparatif avec la séduction prend tout son poids, c'est qu'en fait, il faut que les candidats abordent les entretiens avec une confiance forte dans le recruteur. Il faut transformer le recruteur en allié et bien comprendre quelle est la position du recruteur. Le recruteur, son objectif, c'est de ne pas se tromper. Il n'y a pas de... On a des coups de cœur pour les candidats, mais on n'a pas de... On veut juste la bonne personne et on ne veut pas se tromper parce qu'on veut que ce soit un recrutement réussi parce que ça coûte de l'argent. Donc, il faut que le candidat, en fait, se transforme il faut qu'il arrive à comprendre l'interlocuteur, à comprendre le recruteur, à l'évaluer, à imaginer peut-être ou cerner son niveau de compréhension du poste, de l'industrie. Et il faut, en fonction de cette évaluation, libérer et donner au recruteur, le nourrir avec la data qui soit bonne pour lui. Il faut, en fait, permettre au recruteur de compiler de la data. Donc, à la fois, il faut un peu le diriger,
parce que il faut le guider vers des choses qu'il aurait peut-être pas détectées ou qu'il ne saurait pas. Mais à la fois, il faut garder dans cette relation de séduction, il faut donner confiance au recruteur, il faut garder un équilibre. C'est-à-dire qu'un entretien de recrutement, c'est dirigé par un recruteur. Donc là, il y a un peu d'art, en fait, du point de vue du candidat, c'est que il faut arriver à la fois pas brusquer le recruteur, le laisser en position d'autorité et de dominance, mais à la fois il faut arriver à subtilement lui donner de l'info pour s'en faire de la data pour le transformer en allié. Il faut le nourrir pour le rassurer. En fait, l'entretien de recrutement est une question de séduction professionnelle, mais une question de confiance, comme la séduction. Il faut qu'il y ait de la confiance. Donc c'est ça en fait le subtil travail des candidats, c'est qu'ils doivent se transformer en fait en sorte d'analyste lors de l'entretien. Ils doivent comprendre à qui ils ont affaire et ils doivent absolument transformer le recruteur en un allié pour ce poste. Et il vaut mieux être clair et que finalement savoir que ça ne matchera pas pour l'un et pour l'autre que de partir sur des incompris ou sur des échecs de recrutement. Donc le candidat doit se surpasser, on va dire, et transformer le recruteur en un allié. Et le recruteur, il faut bien que le candidat comprenne que le recruteur ne fait pas de magie. Encore une fois, c'est beaucoup d'expérience, c'est un peu d'expérience de vie, c'est beaucoup de méthodes. Et c'est surtout de la donnée. Il faut que le recruteur ait de la nourriture. Il faut qu'il ait quelque chose sur lequel baser sa réflexion, baser son évaluation et surtout quelque chose à donner à son client ou à son opérationnel pour le recrutement. Donc ça, c'est le rôle subtil et magique, on va dire, du candidat lors de l'entretien. Donner confiance, séduire, mais justifier cette séduction par des faits le plus concrets possible et qui mettent en confiance le recruteur. Alexandre, s'agit-il là d'une sorte d'alchimie et si oui, comment ça se matérialise? Oui, tout à fait Diana, c'est de l'alchimie, c'est une alchimie gagnante, successful, et comment elle se bâtit? Elle se bâtit par le fond et la forme. Il y a des choses structurellement essentielles pour qu'un entretien se prépare bien et pour se mettre dans de bonnes conditions. Par exemple, on n'arrive pas en retard. Des choses simples, mais il faut les rappeler. Quand on a chez Atsal à Moscou des candidats qui arrivent en retard en nous disant ah il y a des bouchons, et on leur dit bah ça fait quand même 25 ans qu'il y a des bouchons, donc maintenant non vous devez être à l'heure. Quand vous avez un rendez-vous romantique, vous arrivez à l'heure, faites pas attendre la personne 25 minutes. Donc le travail c'est pareil, on est à l'heure. On attend les recruteurs, en tout cas chez Atsal, on attend des candidats qui se préparent. Se préparer c'est quoi? C'est lire la description de poste, la comprendre. S'il y a des choses qui sont pas comprises, qui sont difficiles à comprendre, il faut les noter et il faut poser la question. Il faut être sûr de tout comprendre, et parce qu'il y aura des questions du recruteur. Ça veut dire regarder le site de l'entreprise, être sûr de bien comprendre, pas en diagonale sur le smartphone dans le métro en allant à l'entretien, mais prendre son temps. Il faut chercher autour l'histoire de l'entreprise. Qui est-elle? Qu'est-ce qu'elle fait? Quels sont ses concurrents? Quel est le marché? Combien il y a d'employés? Il faut regarder sur LinkedIn. Il faut regarder les pages réseaux sociaux. Et il faut lire une brochure si le recruteur l'a pas envoyé. Généralement, les recruteurs sont censés le faire, mais voilà. Il faut vraiment arriver avec un maximum de compréhension pour passer un minimum de temps là-dessus lors de l'entretien. Parce que si les 3/4 de l'entretien, le recruteur doit expliquer quelle est l'entreprise, il lui reste peu de temps pour évaluer le candidat. Donc les chances du candidat sont encore plus faibles. Si le candidat montre qu'il s'est beaucoup renseigné, grand 1, il donne confiance au recruteur, il fait professionnel. Grand 2, il laisse le temps au recruteur d'avoir, lors de l'entretien, un maximum de temps à consacrer vraiment à lui en tant que personne et candidat. Donc ça, c'est très important. Les recruteurs apprécient les gens qui viennent avec de quoi prendre des notes. Un candidat qui arrive les mains dans les poches, oui, le site, je crois que j'ai regardé, il me semble que c'est une entreprise qui fait des boissons, ça va pas. Et de la même façon, vous êtes censé, en tant que candidat, les candidats sont censés arriver avec des questions intelligentes. Donc, il faut préparer des questions. Pour contraindre les candidats à se préparer, maintenant il y a des modes opératoires de recrutement où, avant l'entretien la veille, on envoie 6 ou 7 questions au candidat, compliqué, pour le forcer à passer du temps dessus, le forcer à aller chercher des informations et à arriver avec des réponses un peu préparées. Évidemment, on a pris des questions pas préparées, mais l'idée c'est de le contraindre. Donc s'il y a des questions de la part du candidat au recruteur, il y aura des réponses du recruteur. S'il y a des réponses du recruteur, elles peuvent être longues, des fois les recruteurs sont bavards, et donc il faut prendre des notes.
Donc, il faut se renseigner, il faut arriver avec de quoi prendre des notes. Et il faut préparer des questions vraiment intelligentes, pas comme il propose comme salaire et c'est tout. Les autres choses importantes, c'est le rythme. Encore une fois, on est sur une discussion. Le recrutement est une conversation. Et chaque recruteur, chaque candidat est différent. Il y a des gens plus ou moins bavards, des gens plus ou moins fermés, plus ou moins ouverts. Donc, il faut que l'un et l'autre, et là c'est vraiment pour le candidat, il faut que le candidat sache s'adapter au recruteur, qui peut travailler sous pression, qui manque de temps, qui est impréparé, qui est sous-outillé, donc qui est en mode défensif. Donc, il faut aussi que le candidat sache s'adapter à la fréquence de l'entretien qui va être imposée par le recruteur. Pas lui couper la parole, savoir répondre aux questions de façon synthétique. Le temps est très important, l'aspect synthétique des réponses est très important. Ça reste une conversation. Il faut que le candidat se dévoile. Il faut que le recruteur ait la sensation d'avoir plein de data et de compréhension de la personne et du profil et des compétences. C'est du savoir-être. Il faut que le candidat puisse en fait se dévoiler pas seulement en tant que CV, mais en tant que personne. Il faut aller au-delà, plus loin que le CV. Expliquer qui vous êtes en tant que personne, pourquoi vous êtes là. Il faut montrer, il faut séduire. Donc, il faut montrer de la passion. Il faut avoir les yeux ouverts. Il faut être plutôt en mode sourire. Il faut montrer de l'intérêt. Donc, c'est vraiment ça, il faut susciter l'intérêt. Donc, c'est vraiment cette attitude-là qu'il faut avoir, pas faire de faux pas grossiers et il faut être tactique et stratégique lors de l'entretien et généralement lors de toute la communication avec le recruteur puisque le recruteur évalue le candidat du premier mail, du premier échange téléphonique à la façon dont il serre la main, la façon dont il part de l'entretien, tout joue. Le dress code, le body language, toutes ces choses-là sont très très importantes et le recruteur évalue la personne là-dessus. Alexandre, et comment savoir le bon dress code? Alors, le dress code, en fait, est une partie essentielle du candidat pour le recruteur. Évidemment, c'est la première chose qu'il voit. Donc, quand le candidat arrive, on regarde la façon dont il est habillé. Il est très important d'avoir des habits propres, repassés. Ça paraît incroyable de devoir dire ça, mais il faut le répéter. Pour les hommes, on pense qu'il est quand même toujours mieux d'être trop habillé que pas assez habillé, puisque en faisant un peu trop, on donne en général l'impression au recruteur d'avoir pris très au sérieux cette rencontre. C'est pareil pour une rencontre. Je reviens sur la compatibilité avec les institutions. Vous allez rencontrer une jeune fille avec un bouquet de fleurs, vous n'arrivez pas avec un t-shirt sale, parce que sinon ça casse quand même beaucoup de choses. Bon, avec une belle chemise propre, voilà, du parfum, etc. Donc l'hygiène est importante. On arrive rasé, on arrive en n'ayant pas trop transpiré. Donc on n'arrive pas en courant en retard, on arrive bien en avance, on a le temps de se poser, de se calmer, etc. Il vaut mieux avoir un costume avec ou sans cravate ou le modèle pantalon-chemise pour passer un entretien. Ça reste formel pour les hommes. Attention aux couleurs. Les couleurs, les jeux de couleurs sont très importantes. Les recruteurs ont tendance à vouloir étudier les couleurs en recrutement pour assimiler la couleur à des traits de personnalité. Donc, il faut être très dans le neutre parce que plus on donne de signaux contradictoires au début, plus se crée d'a priori chez le recruteur et plus il va tendance à avoir envie de passer l'entretien pour vérifier ses a priori et ses biais, et moins finalement il se concentre de façon objective sur le candidat, et moins le candidat a un canal ouvert dans lequel il peut envoyer cette data pour nourrir le recruteur dont on parlait tout à l'heure. Pour les jeunes femmes, pour les femmes, il est très important d'être habillé, d'être soigné. On n'arrive pas à un entretien pas maquillé, les cheveux pas coiffés, évidemment, c'est normal. L'idéal, c'est les cheveux plutôt attachés ou tenus. Il ne faut pas être habillé de façon, on va dire, trop excentrique. Pas de façon vulgaire. Il ne faut pas être habillé de façon trop provocatrice. Il faut être habillé de façon assez neutre, assez corporate. Voilà, donc il faut vraiment soigner son apparence et surtout, il faut comprendre où on veut aller. C'est-à-dire que si vous postulez un poste de consultant dans une boîte américaine et que vous arrivez à l'entretien, on n'arrive pas en jean. Le jean sera peut-être pour le vendredi encore, le casual day. Mais le recruteur va faire une image à l'instant T du candidat et le projeter dans les bureaux de son client
ou les projeter dans les bureaux de son entreprise. Et il va voir si ça correspond tout de suite. Si toutes les jeunes femmes qui travaillent ou les femmes qui travaillent sont en tailleur gris et que vous arrivez en robe rose, même si c'est mode, ça va pas matcher. Tout de suite, il va se dire ah le look. Donc il faut vraiment arriver en mode très discret, très diplomatique, très sobre pour le vestimentaire, plutôt des couleurs un peu sombres, ternes, neutres, que d'arriver avec trop d'excentricité. Donc c'est très important. Alexandre, qu'est-ce que tu entends sous body language? En fait, l'idée c'est que quand on voit quelqu'un, on lui serre la main, on a tout de suite l'apparence, on a la voix et on a le regard. Donc le body language, c'est les 3 étapes. Donc le body language, c'est ça aussi. Si on se pose avec un candidat et que tout l'entretien, on le regarde et qu'il est fuyant, qu'il n'ose pas regarder dans les yeux, ça arrive. On se dit, tiens, qu'est-ce qui va pas? Il me ment, il est timide, quelque chose qui ennuie. Donc voilà, si vous avez un candidat qui se met à parler comme une mitraillette et qui fait des grands mouvements de bras, comme ça que le recruteur se dit, oula, qu'est-ce qui se passe? On se dit, celui-là, aux réunions du lundi avec l'équipe, ça va être compliqué. Le body language, c'est ça, c'est passer l'entretien en mode un peu comme ça, fermé, ou avec la tête basse, ou de pas écouter, de regarder le plafond quand le recruteur vous parle. Le regard, très important. La posture, est-ce que vous avez un regard dur? Est-ce que vous êtes un peu souriant? Est-ce que vous êtes décontracté? On attend généralement des candidats qui soient en mode donc réception de questions et émission de data. C'est ça l'échange informatique qui se fait, c'est ça. Mais on attend du candidat qui soit physiquement en mode ouvert, les mains ouvertes, posé calmement, qui coupe pas la parole, qui soit attentif, qui soit serein et qu'il soit en mode échange et conversation. Donc voilà, il faut être très prudent. On décroise pas les jambes, on s'affale pas sur le fauteuil. Il y a tout un ensemble de comportements, d'attitudes à avoir, et les recruteurs sont très sensibles à ça. Alexandre, et raconte-nous maintenant, s'il te plaît, quels sont les ne pas faire? Alors, les à ne pas faire, les recruteurs sont tous différents, mais on va dire qu'il y a des grandes lignes. Bon, je parlais tout à l'heure d'arriver à l'heure, on n'arrive pas en retard. On n'arrive pas en retard, on n'arrive pas mal habillé ou en ayant mal dormi parce qu'on a fait la bringue et ça se voit qu'on a les yeux rouges, etc. Voilà, c'est comme un rendez-vous romantique, un rendez-vous Tinder ou quand vous allez vous balader pour rencontrer quelqu'un, vous êtes propre, vous êtes bien habillé, vous êtes souriant, vous êtes dans une mood positive, vous êtes serein et vous êtes content. Et c'est cette mood positive qu'il faut avoir aussi. Les choses sur lesquelles on porte plus d'attention maintenant avec le recrutement des jeunes générations, le téléphone portable. Quand vous allez à un entretien, votre téléphone portable, il n'a pas à être sur le bureau, à vibrer, sonner, et pendant qu'on vous parle, le candidat lit ses WhatsApp. Si c'est dans un cadre très professionnel et qu'il y a un appel professionnel très important qu'il va falloir le prendre à ce moment-là, il faut prévenir le recruteur avant l'entretien. Mais généralement, quand on va en entretien, on met le mode avion. Et on met le téléphone dans sa poche. On ne le met pas sur la table en mode enregistrement ou en mode je vais le regarder. Donc ça c'est très important. Le café. Quand vous avez des candidats qui arrivent avec un café Starbucks à la main et que pendant l'entretien ils sont en train de boire leur café, non, moi je suis désolé. Quand je vais passer un entretien avec un client, je vais pas avec un café à la main. Donc, vous n'êtes pas concentré sur votre estomac. Si vous avez envie d'un café le matin, vous le prenez chez vous, vous le prenez après l'entretien. Les candidats ne doivent pas arriver avec de la nourriture ou des boissons à l'entretien. Donc, c'est très important. Les choses à ne pas faire, c'est de pas arriver préparé. J'ai rien lu sur l'entreprise, mais ça m'intéresse, le poste. Les choses à ne pas faire, c'est aussi peut-être de ne pas arriver avec des questions. Ça fait vraiment la marque un désintérêt. Vous avez des questions? Non. Bon, ok, bon retour chez vous. Non, on attend quand même que le candidat ait des questions. Il ait l'intérêt. Il faut qu'il ait envie d'en savoir plus. Chose importante, c'est d'arriver, de ne pas couper la parole au recruteur. Je parlais tout à l'heure de la notion d'échange, de conversation, de fréquence. Voilà, quand vous allez à un rendez-vous amoureux, vous coupez pas la parole à la personne 10 fois d'affilée parce que sinon elle va se dire il me respecte pas. Donc l'écoute, pas couper la parole, porter attention aux questions, de répondre aux questions, d'être sincère, pas mentir. On ne ment pas. Un candidat qui ment, ça se voit. Un candidat qui a menti sur son CV, il va se faire attraper parce qu'on va savoir qu'il ment.
un candidat qui a des mauvaises recommandations parce qu'il a eu un accident, il faut en parler en disant j'ai pas de bonne recommandation dans ce poste-là parce que ça s'est mal passé. Il faut pas dire oui, je vous en donnerai. Non. Ou je parle couramment anglais quand vous parlez pas anglais. Pas de mensonge. Quand on va, encore une fois, un rendez-vous amoureux, on commence pas à baser tout sur du mensonge, sinon ça va pas marcher. Donc il faut établir une relation de confiance et de sérénité. Voilà, je pense que ça c'est les choses vraiment à faire et à ne pas faire. Et puis voilà, on parlait du savoir-être et de l'intérêt et de la passion. Les recruteurs attendent des candidats de l'engagement. Donc ça veut dire que je suis recruteur, j'ai passé 1 heure et demie avec vous, j'ai passé 1 heure et demie de mon temps. Je vais essayer de tout faire si vous êtes la bonne personne pour vous faire avoir un travail. Ça peut mériter un merci à la fin de l'entretien ou je suis content d'avoir discuté avec vous. Voilà. Surtout si le recruteur vous dit merci, ça vaut le coup de dire merci à vous aussi. On a souvent des candidats sur des marchés pénuriques, c'est le cas en Russie, vraiment, où ils ont pas le temps. On leur dit merci, oui, j'attends le poste. C'est un peu ça. Autre chose, le temps. Le temps est compté. Et les recruteurs ont un métier où ils sont contraints de faire beaucoup d'entretiens. On ne prend pas de décision lors d'un entretien. C'est rare. Donc, demandez à un recruteur, alors, qu'est-ce que vous pensez de moi? Et il vous fera une réponse diplomatique. Souvent, le recruteur a besoin de se calmer, de se poser, de sortir de l'entretien, de digérer les datas comme de la nourriture et de se poser la question de savoir quoi faire de ce candidat. Donc, de la même façon qu'on n'attend pas une réponse à la fin de l'entretien, on n'occupe pas un recruteur 3 heures et demie pour un entretien quand c'est inapproprié. Je me rappelle d'un cas récent d'un entretien avec un cadre supérieur russe où il a commencé à me raconter sa vie et je lui ai dit, je le recadrais et il me disait, laissez-moi vous raconter ce que je veux. Et je lui disais, mais on a un problème de temps. Et là, on est sorti du cadre professionnel. Et c'est pas mes questions, vous répondez pas à mes questions. Donc voilà, on ne doit pas cannibaliser le temps du recruteur. Et on doit se concentrer à répondre à ces questions. Encore une fois, le recruteur guide l'entretien et le candidat doit adapter ses réponses pour le feeder, le nourrir avec de la data pour son analyse. Donc voilà, je pense que c'est ça les not to do, les to do, on va dire, qu'il faut faire pour un entretien. Alexandre, et encore un sujet, comment aborder la question d'argent pour les candidats? Ah, la question de l'argent, alors ça c'est un sujet compliqué. Généralement, les recruteurs, les DRH, les RH, les consultants en recrutement n'aiment pas les candidats qui amènent la question du budget en priorité et la question de l'argent. C'est une hypocrisie générale. On sait très bien qu'on travaille pour de l'argent, mais on a tendance, les gens du recrutement ont tendance à vouloir s'assurer que ce n'est pas qu'une question d'argent, qu'il y a un peu de sentiment quand même, parce que sinon on ne sait pas combien de temps ça va durer. Le but c'est une coopération, donc il faut qu'il y ait un match. Donc il faut que la personne vienne là avec de la motivation. Évidemment elle est payée parce qu'elle travaille et il faut qu'elle soit le mieux payée possible, mais il faut qu'il n'y ait pas que de l'argent. Il faut qu'il y ait de l'amour, des sentiments, de l'intérêt pour le projet, pour les gens, pour l'équipe, pour l'entreprise, pour la marque, pour plein de choses. Donc voilà, c'est comme on fait une relation, on rencontre quelqu'un et tout de suite on parle d'argent. Ça met un froid sur la notion de sentiment qu'il y a autour et sur la pérennité en fait de la relation. Donc les recruteurs n'aiment pas les candidats qui parlent d'argent. Ce qui se fait, tactiquement, c'est de ne pas aborder le sujet. Vous laissez non, faut pas en parler. Il faut laisser l'interlocuteur et le recruteur amener le sujet. C'est comme au restaurant, il vaut mieux laisser l'homme généralement payer la note. C'est comme ça. Culturellement, c'est comme ça. Dans un entretien de recrutement, c'est pareil. Si l'entreprise de séduction, on va dire, du candidat a marché, théoriquement, on avance dans un pipe vers le poste et le recruteur va amener le sujet de l'argent. Il va se dire, celui-là, il est vraiment bon, il faut que je m'assure de savoir combien il va coûter. Donc, c'est lui qui va amener le sujet de l'argent. Donc, il vaut mieux ne pas en parler et attendre que ça vienne. Si l'entretien se termine et que le sujet de l'argent n'a pas été abordé, il faut en parler et dire juste une question. Est-ce qu'il est convenable de parler d'argent maintenant ou ce sera plus tard dans un éventuel second entretien? Comme ça, vous montrez que le sujet est là, il est normalement présent dans votre tête, mais il n'est pas
fondamentale et vous voulez aller plus loin. Il faut rester stratégique. L'objectif final du candidat, c'est d'avoir une offre. Parce qu'à partir du moment où il a une offre, il peut la refuser. Donc, il vaut mieux mener stratégiquement et calmement la discussion, quitte à avoir une offre en se disant c'est sous-payé, mais je vais pouvoir l'accepter ou la discuter ou la refuser, et j'aurai une autre offre à côté pour comparer. Donc l'objectif c'est celui-là. Et en plus, souvent les recruteurs annoncent les chiffres. Souvent aussi, ils demandent aux candidats combien vous voudriez pour prendre ce poste. Donc là, la façon stratégique de fonctionner, c'est de dire voilà, aujourd'hui j'ai tant, et je pense que à partir de tant, je serai intéressé, et toujours rajouter, mais je suis flexible, ouvert à la discussion, intéressé par le projet. Donc comme ça, c'est très rassurant pour l'entreprise et pour le recruteur parce que ça veut dire qu'on sait l'échelle de grandeur. Généralement, on la sait parce que avant l'entretien, on s'est renseigné. On a invité le candidat en sachant très bien qu'il rentrait plus ou moins dans les pages de budget qu'on a vérifié par téléphone. Mais là, on le double vérifie, donc on peut l'écrire. On s'est vu en face à face, pas au téléphone, donc on est plus en phase, pour le recruteur en tout cas, et on sait que le candidat vaut tant, il pèse tant. Donc quand on le présente, on sait que il est bien, mais il vaut tant. Et du coup, la négociation peut potentiellement commencer. Et un budget annoncé peut être augmenté, il peut être réduit aussi, mais il peut être généralement augmenté. Donc, il faut toujours être en mode ouverture, discussion, flexibilité. Encore une fois, il vaut mieux avoir une offre ferme et de devoir la refuser avec les chiffres que de ne pas l'avoir et de ne pas savoir combien vous aurez proposé. Donc, la clé, c'est d'être extrêmement prudent, neutre, timide presque sur la partie financière et d'aborder ce sujet avec beaucoup de précaution. Alexandre, peut-être une autre chose à rajouter? Oui, juste pour peut-être synthétiser tout ce qu'on a dit aujourd'hui, Diana, recruter est un métier difficile. Évaluer quelqu'un en 1 heure, c'est difficile. Être un candidat en recherche d'emploi et savoir se vendre, c'est difficile. Tout le monde ne sait pas le faire. Donc, c'est 2 choses qui doivent se matcher, mais qui sont compliquées pour l'un et pour l'autre. Par conséquent, il faut que les candidats soient vraiment dans une logique d'échange, de conversation, et ne voient pas le recruteur comme un problème, mais comme un potentiel allié. C'est pour ça qu'il ne faut pas mentir. Il faut doucement bâtir une relation de confiance et de transparence. Ne jamais mentir à un recruteur, tout est vérifiable. Ne jamais se survendre. Il vaut mieux, encore une fois, l'objectif c'est de nourrir le recruteur avec de la data. Il vaut mieux lui donner la clear picture, lui dire voilà, en tant que candidat, moi ce que j'ai compris c'est que mon profil c'est ça, le poste c'est ça, je vais pas matcher pour ça. Mais je pense que vous devriez me présenter en vendant ça. Comme ça, le recruteur se dit ok, il est fair play, il est transparent, il m'a donné peut-être des informations que moi j'avais pas en tant que recruteur arrivé à synthétiser à ce point-là. Et donc, c'est pas pré-mâcher le travail, mais c'est vraiment aider le recruteur à soit prendre une décision dans l'idéal favorable, mais en tous les cas justifiée par des faits, soit pouvoir argumenter avec son client. Et de toute façon, un client sera sensible à la transparence d'un candidat qui sait qu'il n'est pas totalement fait pour ce poste, mais qui peut candidater pour des raisons X, Y, Z. Donc, il faut vraiment être en mode, non pas fermeture, forteresse, mais ouverture, échange, le recrutement. Et l'entretien de recrutement reste une conversation, c'est un échange. Il faut qu'il soit équilibré. On sait depuis longtemps que les entreprises maintenant traitent leurs employés comme des clients. Le premier de tes clients, c'est l'employee care, donc on veut que l'employé se sente bien. Et dans un marché pénurique, avec la pénurie de talents qui frappe certains secteurs d'industrie, nous, les recruteurs, on traite de plus en plus les candidats comme des clients. On veut être sûr, quand on a qu'un ou 2 bons profils, de ne pas les perdre. C'est pour ça que ce qu'on appelle l'expérience candidat. On veut leur faire passer des moments agréables avec les recruteurs. Il faut que le match, la séduction passe. Il faut que le match, la confiance s'établisse. Il faut qu'on avance ensemble vers la prise de ce poste. Tout le monde a gagné. Le candidat pour prendre un nouveau poste meilleur et le recruteur pour créer une success story. Aider son client. Donc ça, c'est vraiment très important. Mais de plus en plus, moi, je pense qu'on va se diriger vers quelque chose de nouveau. C'est que il faut que les candidats qui ont
établit des relations de séduction, de confiance professionnelle avec les recruteurs, utilise les recruteurs comme des clients. Pas en les payant, évidemment, mais l'attitude, le comportement que le candidat, la façon de piloter un petit peu et de traiter le recruteur, c'est sur un mode un petit peu client. Il faut utiliser habilement son client. Donc, il y a vraiment, on le voit, des rapports d'alchimie complexes. Tout ça, c'est un ensemble très compliqué. Et pour passer les entretiens, il faut s'entraîner. C'est une question de pratique. Et quand on est candidat, on ne parle pas pareil à une recruteuse de 28 ans qu'à un recruteur de 45 ans qui a de l'expérience dans votre domaine d'activité. Donc c'est toute cette compréhension de la personne avec qui on parle qu'il faut établir et adapter son discours. Voilà, ça je crois que c'est vraiment comme ça qu'on passe un entretien. Et encore une fois, le recruteur est un être humain, même s'il vous voit qu'une heure et qu'il a l'air pressé. Il faut avoir des questions intelligentes à lui poser. Pas que le budget, c'est je remplace quelqu'un, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on va attendre de moi vraiment? Qu'est-ce que vous pensez de l'entreprise en sens positif? Qu'est-ce que vous avez un petit peu de négatif à me dire? Qu'est-ce que vous voyez comme point faible, etc. Donc il y a vraiment toute cette dimension à jouer. Un recruteur, il faut garder la relation avec lui. Il faut le tenir au courant de votre changement de carrière un jour. Lui passer des emails, garder le contact, le remercier par email après l'entretien, lui demander s'il y a des choses dont il a besoin, quelle serait la prochaine étape. Il faut bâtir une relation avec lui sur la longue durée. Voilà, ça je crois que c'est vraiment les meilleurs conseils à donner aux candidats. Alexandre, merci beaucoup de nous avoir expliqué tout ça. Je pense que ça va être très utile pour tes abonnés. Merci beaucoup Diana. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à coller un pouce en l'air ou un like si vous êtes tolérant vers les anglicismes pour montrer que cette vidéo vous a plu et qu'on en fasse plus sur des thématiques similaires. Les coordonnées d'Adsal sont sous la vidéo. Pour les candidats, vous pouvez nous contacter si vous êtes en recherche d'emploi car nous avons des formules d'accompagnement destinées justement aux candidats en recherche d'emploi. Et si vous êtes recruteur, suivez les actualités de notre chaîne YouTube puisque nous allons bientôt vous proposer une formation exclusive destinée à vous permettre de réapprendre notre métier et ainsi mieux recruter. Restez connectés et à bientôt sur la chaîne YouTube d'Adsal dédiée à la réussite d'aujourd'hui.